Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, madame. Bonjour. Hey, pendant qu'on se parle, parce que les gens le savent, on enregistre le mardi. Attends, je vais mettre mes lunettes. Alors là, on est sérieux, là. Le 10 mars 2026, Monsieur Trépanier est de retour au boulot. Oui! Ben oui, crème, bravo. Voilà. Non, mais ça, c'est une belle étape vers le reste. Ben oui, ben c'est ça, là. Puis ça se passe bien. On est content, on est content. Ouais. Lisanne, gros show cette semaine, on parle de football et de pickleball. Ben oui, on a Alex Surprenant et Simon Toupin. Bienvenue à Sport Express. Être entraîneur de foot, Lisanne, c'est une chose, mais être entraîneur de foot dans une université, une des plus prestigieuses, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais dans le monde, ça doit être quelque chose. Puis en plus, on le connaît, nous autres. Ben ouais. Alex Surprenant est avec nous, salut. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il est plus habitué que moi des studios ici. Non, c'est là, tu commences à être pas mal habitué. Et juste de même, avant qu'on commence, parce que Lisanne est très forte sur le branding, puis après ça, elle m'a poigné dans le coin, puis elle a dit « Il me semble qu'ils ont changé leur branding. » C'est pas vrai que Mais moi, c'est ça, beau, ben, moi, depuis j'ai tantôt, vu. je trouve qu'il est beau. Moi, c'est vrai que t'es très beau, mais avoue que t'as changé ton branding, non? Oui, on a modernisé un peu Ouais. le M sur notre logo. On a M enlevé... pour moderne. Oui, exact. Fait que, on a enlevé l'armurerie qui était sur le logo avant, qui demeure encore au niveau de l'université. Mais au niveau sportif, ça a été changé dans la dernière année. Très beau, honnêtement, Ouais. le travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on devient plus épuré. C'est Plus épuré, voilà. Ouais. C'est très bien. Je veux qu'on parle de ton club dans 30 secondes, mais avant, parce qu'il y a plein de changements qui s'en vont au niveau de la Ligue canadienne de football. As-tu un scoop pour nous autres? Le terrain va ressembler à quoi, McGill? Parce que c'est la grosse discussion de qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est le réseau universitaire qui va devenir avec les règles de la CFL? Est-ce que... À McGill, avez-vous commencé à en parler un peu? On n'a pas le choix, évidemment, Ouais. parce qu'on est définitivement touché par ça. Donc, ça se discute déjà depuis plusieurs mois. Je pense que la Ligue canadienne a pris un peu tout le monde de surprise, la façon qu'ils ont annoncé ça, alors que les universités n'avaient pas nécessairement été consultées pour ça. Le problème avec ces idées-là, qui sont intéressantes, c'est que ça peut avoir un impact sur toutes les ligues du pays. Parce qu'évidemment... T'as un diverge dans le milieu, toi, qui s'enlève pas de même? Ben, c'est ça. Puis là, commencer à déplacer des poteaux, Ouais. ça engendre des coûts. Qui payent pour ça? Puis là, si tu touches les terrains universitaires, ben, tu as des écoles secondaires hors province où tu as des cégeps québécois qui partagent des installations avec des universités. Fait que là, il faut que tu changes les règles potentiellement dans les cégeps et les écoles secondaires du pays. Fait que, tu sais, ça touche, c'est très, très, très gros, ça, comme changement potentiel. Donc, tu sais, je pense que pour 2026, ils vont s'en tenir à ce qui est... plus facile à faire, Ouais. qui ne touche pas nécessairement les infrastructures. Puis on verra pour 2027, en date d'aujourd'hui. Je ne sais toujours pas, ça se gère beaucoup plus haut que ma tête à l'université en ce moment. Non, puis je sais que vous n'êtes pas capable de faire un diverge rétractable dans le milieu. Je pense pas que ça arrive à Tu sais, McGill. on oublie aussi, on parle beaucoup de football, mais tu sais, ça peut avoir un impact également pour d'autres sports comme le rugby, comme le soccer, tu sais, des choses comme ça. Il n'y a pas du frisbee aussi qui joue à McGill, des choses comme ça, Il non? n'y a pas d'équipe de Non. frisbee officielle c'est au Carabin, dans t'as Varsity, raison. mais fait ça. Fait que, même des fois, pour d'autres disciplines sportives, ça peut engendrer certains problèmes. Quand même. Est-ce que tu aurais aimé ça jouer au football, les amis? Je sais que c'est ton sport de prédilection. Ben là, je commence à connaître de plus en plus ça. Là, moi, j'apprends des nouveaux sports parce que j'étais bien dans l'acrobatique seulement. Mais une des choses que je connais, par contre, c'est quoi être un athlète. Puis moi, une des choses qui me passionne, c'est la transition que tu as faite. Puis tu t'es retrouvé, tu étais super haut niveau en tant qu'athlète. Puis là, je te félicite là, pour ton parcours. J'ai l'impression qu'au Québec, tu n'aurais pas pu te rendre bien plus loin dans le système scolaire là, au niveau du sport. Fait que ça, je te félicite de ça. Ben merci. Ben oui. Puis, tu sais, quand tu es un athlète puis tu approches la fin, tu sais, moi, comme athlète universitaire, j'ai réalisé assez rapidement que j'avais peut-être pas nécessairement les qualités athlétiques et la grandeur nécessaires pour jouer au niveau professionnel. Tu sais, dans les C'est juste pour ça que je joue pas, moi. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, dès, mettons, la deuxième partie de mon bac à l'Université Laval, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai fait une mineure sur mesure en intervention sportive, quelques cours de marketing. Fait que, tu sais, je commençais déjà à me voir coacher. Puis j'avais commencé à donner un coup de main à l'époque aux Astérix de Farnham à Jean-Jacques Bertrand, aux Géants de Saint-Jean. Je retournais là à toutes les années. Puis également au Challenge Wilson à l'époque, qui est un tournoi d'été. J'ai été entraîneur-chef en 2007 à 22 ans là, pour une équipe du Richelieu. Donc, tu sais, déjà là, j'avais commencé vers la fin de mon parcours.
Est-ce que tu es fier du parcours à McGill? Parce que, tu sais, pour les gens qui ne le savent pas, au géant, après ça, coordonnateur offensif avec Concordia, tu as la chance maintenant d'être entraîneur-chef à McGill. On s'entend, là, quand tu as pris le poste à McGill, c'était les 12 travaux d'Astérix. C'est comme comment on va ramener les lettres de noblesse. Puis, tu sais, il y a eu plein de scandales. On ne reviendra pas là-dessus, mais ceci dit, depuis quelques années, depuis l'an dernier surtout, vous allez super bien. Les gens commencent à remettre McGill sur la map au niveau du football. Vous venez de faire un vol au niveau du poste de corps. On va pouvoir y reparler tantôt. Là. Écoute, ça sort du champ gauche, cette affaire-là. Personne ne l'avait vu venir. Mais parle-moi un peu de la Ligue aussi, dans le sens que, écoute, cette année, tu bats les Carabins, tu te refais battre la semaine après. Il commence à avoir de plus en plus de parité, mais tu as travaillé fort pour arriver au club que tu as actuellement. Oui, bien, tu sais, puis c'est encore un work in progress. On a beaucoup de choses à faire en ce moment. Le recrutement, tu sais, c'est un cycle de 5 ans de football universitaire. Hein, donc, tu sais, changer ton alignement, ça, tu sais, c'est pas, tu peux pas faire d'échange. Il n'y a pas d'agent libre. On n'est pas dans la NCA avec du NIL ou un transfer si tu t'es portal. trompé, tu peux pas. Faut que tu c'est ça, avec. exact. Fait que, tu sais, puis il y a du développement à faire. Puis on l'a vécu, ça, dans l'adversité qu'on a eue dans la saison 2025, où, malgré beaucoup de jeunes joueurs talentueux, plus de 50 recrues, en moyenne, on avait à peu près 20, 21, 22 joueurs recrues sur 52 joueurs habillés, alors que les autres équipes n'avaient 5-6. Donc, on a une équipe très, très jeune qui a piqué avec des moments très, très forts, notamment la victoire contre les Carabins, qui était la première en 21, 22 ans, quelque chose du genre. Puis après ça, la semaine d'après, on échappe un match à Sherbrooke qui aurait pu nous aider à essayer de monter vers le 3e ou même le 2e rang. T'sais. Donc, ça a été une année d'apprentissage comme ça. Puis ça, c'est du talent qu'il faut qu'on développe. Ces gars-là sont en train de s'entraîner très fort depuis le 5 janvier. Puis on rajoute à ça près d'une trentaine de recrues. T'sais. Donc, en ce moment, on va avoir une équipe là, qui commence à nous ressembler beaucoup comme personnel d'entraîneur. Sauf que vous en perdez beaucoup aussi. Vous avez une trentaine de recrues par année, puis combien de joueurs quittent l'université? Oui, bien, en fait, on avait une mise à niveau à faire, là, parce que quand on a pris l'équipe, là, 2 ans, on était à peu près 75-80 athlètes, alors que la moyenne dans la Ligue était à 100 athlètes. Donc, on avait déjà un trou à combler, ce qui a expliqué la très grosse cuvée de l'année dernière, là, avec plus de 50 athlètes. Puis là, alors que là, le 25-30, c'est pas mal la norme, parce que t'as un turnover qui est assez... peut-être une vingtaine d'athlètes par année qui vont quitter. Des fois, il y en a qui vont quitter avant la fin de leur parcours. Des fois, il y en a qui peuvent se faire retrancher. Parce qu'évidemment, après 1 an ou 2, si on voit que ça ne fonctionne pas, il y a des gars qu'on peut couper de temps en temps. Donc, évidemment, c'est pas participatif. Là, c'est le plus haut niveau de football scolaire au pays. Donc, on essaie de créer de la compétition à toutes les positions. Puis c'est comme ça que tu réussis à t'améliorer. Hey, c'est beaucoup, une centaine d'athlètes, là, juste pour connaître les noms en début d'année. Ça doit être quelque chose. Ça prend absolument. Ça prend c'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, les noms, puis apprendre à les connaître aussi comme personne. Oui, surtout dans la société qui évolue comme c'est là en ce moment, je pense que les athlètes aiment ça développer des relations avec les entraîneurs, apprendre à se connaître. Donc, ça, c'est un défi pour le coach en chef, des fois, en début de saison. Surtout que je travaille un petit peu plus du côté offensif que défensif du ballon. Donc, surtout en début d'année, j'essaie de porter attention à mes nouveaux joueurs défensifs que je côtoie un petit peu moins pendant la saison. Puis comment c'est le recrutement? Parce que je suis là-dedans actuellement. Là. Les gens le savent, Vic a signé à Dawson. Puis Dawson, c'est un peu le cégep de McGill. Là. Souvent, tu vas rentrer à Dawson pour aller étudier à McGill un peu, puis c'est ce qu'elle veut faire. Puis, tu sais, c'est pas que c'est compliqué, mais oui, son talent de hockeyeuse, mais en même temps, c'est les notes, comme je te disais en don, c'est donne-moi ton code permanent. Elle a de très bonnes notes, puis eux autres disaient même, ouais, si tu veux rentrer sur le premier tour, t'es peut-être mieux d'aller là puis de faire une demande en novembre. Vous avez le même scénario à McGill. Ouais. À quel point, des fois, pas que c'est fâchant, est-ce que des fois, tu as envie de dire, ouais, mais là, lui, il va nous aider à aller au bal. Tu sais, ces choses-là. Ça, c'est intéressant comme question parce que c'était quelque chose que j'entendais beaucoup quand je recrutais contre McGill. Okay. Où on entendait de l'extérieur, c'est impossible de bâtir une équipe là-bas, les critères académiques sont trop élevés. Puis tu sais, moi, avant d'accepter de prendre cet emploi-là, il y a 2 ans, je me disais, je ne croyais pas ça, que c'était un désavantage d'être une des meilleures écoles au monde, comme tu le disais. Bien, c'est sûr que c'est des travaillants, en tout cas, qui ont des bons dossiers scolaires. C'est sûr que tu dois adapter ta stratégie. Ça veut dire que quand tu analyses une équipe et tu regardes les joueurs finissants de cette équipe-là, il y a 2 cases qui doivent être cochées. Il y a la case athlétique, puis il y a la case académique. Puis malheureusement, si une des 2 n'est pas cochée, on va passer au prochain appel simplement. Le défi qui vient avec ça pour nous, c'est que là, notre territoire de recrutement
recrutement est beaucoup plus large. On doit analyser beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus d'équipes pour être capable de trouver les 20, 25, 30 qui vont se joindre annuellement à nous. Donc, en ce moment, comme j'expliquais à Ordonne, on travaille à l'extérieur du Québec, mais en même temps, on a la chance d'avoir le branding, pour revenir sur le branding de McGill. Donc, évidemment, tous les gens qu'on approche, que ce soit en Ontario, dans les Maritimes, dans l'Ouest canadien, dans le nord-est des États-Unis, ou même partout aux États-Unis. Tu sais, là, comme je disais, on a été contacté par quelqu'un du Japon récemment, j'ai des joueurs de France. Donc, tu sais, McGill, c'est international, c'est une des meilleures écoles au monde. Donc, les gens sont déjà familiers avec cette excellence académique-là. Les gens connaissent déjà la ville de Montréal, puis le voient vraiment comme un atout, tu sais, alors que quand on est du Québec, des fois, on voit Montréal plus pour ses défauts, tu sais. C'est vraiment deux pitchs de recrutement qui sont complètement différents. Quand je recrute le Québécois, j'essaie, surtout francophone comme moi, j'essaie d'y faire valoir le plus-value d'un diplôme de McGill qui peut l'amener au niveau international, peu importe le métier qu'il fera après. Puis à l'inverse, quand on attire quelqu'un de l'extérieur, ça, c'est déjà vendu, la ville est déjà vendue. Là, il faut y expliquer que oui, au Canada, on fait du football, puis on est quand même pas pire là-dedans, puis que c'est un niveau compétitif, puis que oui, les meilleurs vont atteindre la NFL, puis oui, il y en a plusieurs qui vont faire la Ligue canadienne, donc il y a des options aussi pour toi après ta carrière. Ouais. Est-ce qu'après, comme en dernière année, il y en a qui, justement, défocusent un peu du sport, étant donné qu'ils vont chercher des gros diplômes universitaires avec des possibilités de belles carrières? Il y en a qui font, OK, là, je dois vraiment faire mon sprint final. Je dirais pas défocus. Ce que j'ai observé comme différence versus les endroits où j'ai été avant, c'est que le sérieux au niveau académique est vraiment un autre niveau. J'ai absolument aucun mérite là-dedans. Ça fait partie de la culture. Puis pas plus tard qu'hier, j'avais un gars de Toronto, de la région de London, en fait, en Ontario, qui est venu avec ses enfants juste voir les installations. Il avait joué il y a 30 ans avec Jean-Philippe Darche, entre autres. C'est un avocat, lui, aujourd'hui. Puis, il m'expliquait qu'à l'époque, déjà dans le milieu des années 90, lui, quand il est arrivé, plus ou moins sérieux à l'école du secondaire, mais quand même un gars qui l'avait facile, disons, au niveau de ses notes, il s'est aperçu qu'autour de lui, tout le monde prenait ça au sérieux, l'école à McGill, puis ça l'a tiré vers le haut. Moi, quand je suis arrivé, il y a 2 ans, naïvement, après quelques jours, je suis allé voir en panique mon patron en disant « Là, on n'a pas de période d'études obligatoire pour les joueurs. Qu'est-ce que c'est ça? » J'avais jamais vu ça, vécu ça de ma vie, que ce soit à Laval, à Saint-Jean ou à Concordia. Puis mon boss est parti à rire en disant « Voyons, Alex, on n'a pas besoin de période d'études obligatoire ici. Là, nos joueurs ils prennent l'école au sérieux. » Vas-y, ils sont déjà tous dans la classe. S'ils ont besoin de ressources, ils vont aller les voir, on peut les diriger, mais on en a comme tout le monde, nous aussi, mais on n'a pas besoin de les prendre par la main pour leur rappeler qu'ils ont un travail à remettre demain ou qu'ils ont un examen la semaine prochaine. C'est quelque chose qui se fait naturellement avec une compétition sur le terrain, mais il y a aussi une compétition naturelle qui se fait hors du terrain, moi, qui m'a jeté à terre que je n'avais jamais vu de ma vie avant. Wow. Ce qui est le fun avec des universités comme McGill, c'est que dans 10, 15, 20 ans, mais tu regardes un JP Darche qui travaille comme médecin aujourd'hui encore, je pense qu'avec les Seahawks ou avec les Chiefs, avec les Chiefs qui est encore là, l'avocat qui doit très bien réussir dans la région de Toronto. Fait que pour vous, c'est autant gratifiant, quelqu'un qui aurait eu une carrière de 10 saisons dans la CFL, de 4 saisons dans la NFL, ou d'être un avocat, d'être devenu quelqu'un aujourd'hui dans le métier dans lequel il étudie. Ça, honnêtement, c'est fascinant. Puis tu sais, j'en avais à peine conscience quand j'ai pris ce job-là, il y a 2 ans, étant de Farnham, de Saint-Jean, francophone. Puis là, depuis, j'ai travaillé quand même assez fort dans les dernières semaines, derniers mois sur notre base de données d'anciens. Puis je suis parti de 2023. Là, je suis reculé à 1991 en ce moment. Puis j'approche les gens sur LinkedIn. Puis là, je découvre des gars qui font des choses exceptionnelles, qui sont des CEO de compagnies, qui sont dans l'Ouest canadien, en Californie, à Vegas, partout sur la planète. On parle de sport. Don Meehan, c'est un gars qui a passé par McGill, qui est propriétaire d'une des plus grosses agence de joueurs de la Ligue nationale. Greg Landry, c'est l'agent de Connor Bedard. C'est un gars qui est passé par McGill. Donc, puis là, des exemples comme ça, on pourra passer la journée à en nommer. C'est vraiment impressionnant. Ah non, puis ils payent en impôts 10 fois le salaire que tu fais. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est là que tu te rends compte qu'ils ont été 4 un petit peu différents. Mais en même temps, ils ont étudié puis ils ont travaillé fort pour être là. Absolument. Vas-y, ta fille, veux-tu aller à McGill après? Oui, c'est sûr. C'est vraiment son objectif? C'est son objectif. Puis même quand Dawson a été relégué de D2, ils vont jouer de D2 l'an prochain, je lui ai demandé, puis elle m'a dit non, moi, je m'en vais à Dawson. Wow. Pour aller à McGill après, son chemin ou à l'Université de Toronto, peu importe. Mais l'académique est très important. Encore chez une fille, c'est plus important encore, dans le sens qu'il y a du professionnel avec la PWHL, mais on va arrêter. Là. À 6 équipes, là, les odds que tu joues sont assez faibles. Hey, je termine en 15-20 secondes. Je sais que c'est tough, mais belle progression cette année. Tu t'attends à quoi de ton club
à l'automne Ben, prochain? tu sais, on avait beaucoup de première année l'année passée. On va avoir plus de deuxième année cette année. Tu sais, il reste qu'à peu près presque 75 % de l'équipe va être soit sa première ou sa deuxième saison encore cette année. Mais je m'attends quand même à avoir un progrès parce que de nombreuses recrues-là qui ont vu du terrain l'année dernière, ben là, on l'ont vécu, s'entraînent avec nous en ce moment. Fait qu'on s'attend à une belle saison. Il y a eu beaucoup de matchs chaudement disputés dans notre ligue l'automne dernier. Si on peut flipper ces défaites-là en victoire à la place, on peut aspirer à des belles choses en 2026, je ne suis pas inquiet. C'est vrai que le stade est sur une belle montagne à Montréal, mais maintenant, ça va être moins un walk in the park d'aller jouer contre Oui, vous autres. puis on travaille beaucoup sur nos événements. On crée un nouveau tailgate qui part. On veut aller chercher les étudiants davantage. 3500, 4000, c'est bien, mais au Percival Molson, c'est pas assez. Ça l'air vide. On veut que ça monte à 6, 7, 8, 10 000, donc ça va être intéressant. On vous le souhaite. Merci. Merci, Alex. Merci de transmettre ta passion à McGill, puis on vous souhaite une belle saison l'année prochaine. J'ai surtout hâte de savoir ce qui va se passer avec les dimensions de terrain, puis tout. C'est une petite saga que je suis de proche. On s'arrête le temps d'une courte pause. Un sport que tu dois bien réussir, c'est le pickleball. Je sais pas pourquoi, non? Il n'y a pas Jamais joué encore. Il n'y a peut-être pas assez de temps. C'est vrai que les Alouettes jouent au pickleball, mais au stade olympique. Fait que vous n'avez pas les mêmes installations. Je te posais peut-être que tu joues avec les gars des Alouettes, mais restez là au retour, on parle de pickleball. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Je l'ai dit en blague avant la pause, comme quoi peut-être qu'Alex ou toi, vous seriez de grandes stars du sport qu'on va parler ici, mais je suis content parce que c'est un sport qui est en pleine expansion depuis quelques années déjà. Et on va parler avec Simon Toupin de pickleball. Salut Simon. Salut, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est vrai que, v'là 5, 6, 7, 8 ans, on riait de ce sport-là qui arrivait, plus petit terrain de tennis et tout ça. On dirait que c'est des gens qui sont pas en shape qui vont jouer à ça. Mais honnêtement, depuis au moins 5 ans, là, c'est loin d'être péjoratif. À chaque fois qu'on touche ou qu'on goûte à ce sport-là, c'est fait, on va y jouer pour le restant de nos jours. C'est vrai, c'est arrivé un peu comme une hérésie, un peu, que c'était un sport vraiment pour la FADOC, les personnes âgées. Là, dans les dernières années, là, au Québec, je dirais un dernier 3-4 ans, un gros boom du sport, autant au niveau des tournois. Il y a des tournois maintenant à 600, 700 joueurs. Aïe, aïe. Les centres de pickleball à l'intérieur, ça pousse. Là, presque à chaque 2 semaines, il y en a un nouveau au Québec. Dans la dernière année, honnêtement, pas loin de 15 nouveaux centres de pickleball à l'intérieur pour remplir la demande qui est vraiment énorme. Le sport a beaucoup changé aussi parce que ça jouait dans les gymnases avant. Oui. Ça jouait dans les gymnases, dans les écoles. Les gymnases sont un peu collés sur une surface de bois. Ça joue encore dans les gymnases, mais là, les gens, ils veulent jouer sur la vraie surface. T'sais, on suit un peu les États-Unis par rapport à ça, à la tendance du pickleball. La vraie surface, c'est des beaux terrains lignés avec la kitchen, d'une couleur différente. Puis c'est ça que les centres de pickleball à l'intérieur, ça répond aussi. Des terrains de qualité, clôturés autour avec une belle surface. Mais C'est un peu mou, juste hein, comme la ça, c'est ça, surface c'est quoi la aussi. surface? En fait, c'est une surface exactement comme la surface de tennis. OK. Fait que donc, c'est une surface qui est préparée pour faire une surface d'acrylique par-dessus. La préparation de la surface, c'est important pour qu'elle soit vraiment droite, pour pas qu'il y ait de mauvais bons. Par ça va être une surface d'acrylique qui va avoir un nombre de couches. Normalement, ça va varier de 4 à 7 couches. Puis ça va faire que la balle rebondit de façon adéquate sur la surface. Est-ce que quand, mettons, une fille comme Eugénie Bouchard, qui, on le sait, là, est très polarisante dans le domaine du tennis, qui s'est dit, moi, je vais devenir d'abord le visage du pickleball, puis je vais jouer sur le circuit aussi, est-ce que ça aide, ça? C'est sûr que ça l'aide au niveau du Québec, parce qu'il y en a beaucoup qui associent le pickleball à Eugénie Bouchard. Elle performe bien maintenant aussi. T'sais, au début, c'était un peu un coup de marketing, je pense, du pickleball aux États-Unis, d'amener Eugénie Bouchard pour attirer des nouveaux visages. Mais maintenant, elle est rendue dans les meilleurs, surtout en simple, qui ressemble un peu plus au tennis. Elle est rendue dans les top 10 là, aux États-Unis. Donc, c'est rendu qu'elle performe, puis elle joue tous les tournois. Donc, j'imagine qu'elle a pris la piqûre, elle aussi, du pickleball. C'est sûr que ça l'aide à la popularité du sport d'amener des visages connus. Il y a d'autres anciens joueurs de tennis, là, Jack Sock, pour les fanatiques de tennis, ancien top au monde en double au tennis. Lui aussi, maintenant, il est temps plein dans le pickleball. André Agassi, Drew Brees, ancien carrière des Saints, aussi investi là, dans des équipes de pickleball. Fait que c'est vraiment rendu très énorme comme sport. Wow. C'est vraiment le sport qui a la plus grande progression là, en Amérique du Nord, là, je pense, là, dans les dernières années. Là. En Amérique du Nord, croissance énorme dans les dernières années. Puis maintenant, ça s'en vient quand même assez mondial. En Asie, là, on n'entend pas beaucoup parler, mais le sport était vraiment en grosse croissance aussi. Bien, c'est sûr que Yonex, s'ils veulent décider d'embarquer là-dedans, donc ils ont les moyens d'investir un petit peu. Ce qui est le fun aussi, c'est que en fait, le terrain, il a la même grosseur qu'un terrain de badminton.
C'est pour ça qu'il était joué dans les gymnases, parce que c'est exactement la même grosseur. Il y a juste la ligne de kitchen qui serait... Le badminton est un petit peu plus en avant, la ligne de service comparé à la ligne de kitchen. Bien, dans les écoles, pour tous les profs d'éduc, je suis prof d'éduc et d'éducation physique là, à la base, fait que je l'ai pratiqué avec des élèves. C'est super le fun à faire dans les écoles, puis c'est plus facile l'apprentissage que le mini-tennis. Fait que les élèves vont plus réussir facilement à jouer au pickleball qu'au mini-tennis parce que le rebond de la balle est plus lent. Fait que maintenant, là, dans toutes les écoles à Saint-Jean, beaucoup de profs d'éduc qui pratiquent le pickleball à partir de la 3e, 4e année, ça se fait bien. Parle-nous un peu des particularités de sport, parce que tu l'as dit, c'est plus lent. Alors, c'est là que ça devient un très bon exercice, parce que la balle ne vient pas nécessairement à toi. Faut que tu cours pour aller la chercher, faut que tu frappes plus fort pour l'envoyer de l'autre côté. Là, tu as parlé de la kitchen, alors là, c'est sûr que mon ami Bruno, est-ce que c'est la cuisine? Explique-nous un peu les particularités du sport. Dans le fond, le sport, la grosse particularité, c'est que la zone de la kitchen, qui est souvent d'une autre couleur. Mais c'est quoi la kitchen exactement? C'est la cuisine? Dans le fond, c'est le premier 7 pieds près du filet. De chaque côté, il y a une zone. Cette zone-là, tu peux pas frapper la balle au vol à l'intérieur de cette zone-là. Fait que, par exemple, pour ceux qui connaissent le tennis, mais quand tu vas au filet, mais tu vas relativement coller le filet et être proche. Au pickleball, tu peux pas faire ça. Fait qu'il faut que tu restes derrière cette ligne-là. Exactement. Tu restes derrière cette ligne-là, tu peux allonger le bras puis prendre la balle au vol. Sinon, il faut que la balle fasse un bond. Donc, le but au pickleball, c'est partir du fond de terrain puis réussir à avancer à cette zone-là. Il y a des stratégies qu'on enseigne dans les leçons débutants, les leçons d'initiation pour expliquer aux gens les stratégies de base. Puis là, quand tu es rendu à cette zone-là, ça devient des échanges vraiment stratégiques. Donc là, tu vas faire des petits coups de placement jusqu'à temps que quelqu'un lève la balle un petit peu dans les airs accidentellement, puis il met la balle trop haute, puis là, ça part vraiment rapide. Puis là, ça redevient un petit peu plus du ping-pong. Donc je te dirais, là, pour les gens qui ne savent pas trop le pickleball, ça joue un petit peu comme du tennis en fond de terrain. Puis quand tu es rendu les 4 joueurs derrière la kitchen, près du filet, ça ressemble beaucoup plus à du ping-pong. Puis pourquoi ça s'appelle la kitchen? C'est une excellente question. On va faire des recherches. Oui, c'est une excellente question. Il y a plusieurs noms à cette zone-là. Ça peut s'appeler la kitchen, ça peut s'appeler la zone de non-volée. OK. Parce que, ça, c'est plus clair. Exactement, parce que tu ne peux pas faire de volée dedans. Il y en a qui l'appellent aussi la ZAC, la zone pour contrôle. Donc, il y a plusieurs noms là, qui définissent ça. Puis c'est vraiment une particularité du pickleball. Ce qui est vraiment sûr dans le pickleball, c'est que les gens qui jouent aiment le sport. Une fois que tu commences à jouer, là, ma mère a commencé à jouer il y a 1 an et demi, puis cet été, elle a joué 7 jours sur 7 dehors, tous les matins au Parc des Colibris. Donc, les gens, ils jouent, puis ils n'arrêtent pas, puis... C'est tout le monde, hein? Ouais, C'est ça qui est fou. Moi, il y a plein de monde de mon âge qui m'en parle, mais là, on apprend justement qu'il y a des jeunes dans les cours d'édu. Il y a des personnes plus âgées. Oui, il y a des fois, dans les tournois, on voit des duos grand-père, petit-fils. Oh! C'est quand même rare. Puis des fois, le grand-père est meilleur que le petit-fils de 15 ans. Ça aussi, c'est rare qu'on le voit. Là. Le grand-père de 75 ans a le dessus sur le petit-fils. Fait que ça, c'est quand même le fun aussi, c'est intergénérationnel. Ouais. Puis c'est une des affaires pourquoi les gens aiment ça. Toute la famille peut y jouer. Puis tu sais, pour les gens qui voudraient s'initier, t'initier au pickleball, ça prend pas comme au tennis ou au golf, puis rien enlevant ces sports-là. Ça prend plusieurs années avant de perfectionner son jeu, puis là, de dire, OK, là, j'ai réussi à pas envoyer ma drive de golf dans le bois. Pickleball, après une leçon d'initiation de 2 heures, tu es capable de jouer des matchs, d'avoir du plaisir, tu penses même que tu es quand même bon. Donc, c'est vraiment le plaisir vient rapidement. Ben oui, non, mais il faut se trouver bon pour avoir du fun, c'est vrai. T'as totalement raison. Mais tu sais, pas ce que je déplore, parce que je suis un maniaque de tennis, puis j'adore regarder le tennis. Depuis plusieurs années, on est vraiment rendu au niveau puissance autre que stratégique. Et là, ce que j'aime de ton sport, c'est que ça ressemble plus au badminton aussi. C'est que tu essaies de jouer en avant, en arrière, de revenir plus stratégique un petit peu, tandis que le tennis, aujourd'hui, est rendu beaucoup plus en puissance. Ouais. Oui, tu peux avoir des coups au filet, là, mais c'est rendu plus rare un petit peu. Parle-moi un peu du nouveau centre de pickleball. Oui, c'est ça, là. Pour que les gens puissent y aller, là, pour qu'ils aiment ça et qu'ils se trouvent bons. Ça a ouvert ce lundi 9 mars, puis en fin de semaine, pour ceux qui ne le savaient pas, samedi 14 mars, dimanche 15 mars, tous les terrains, c'est gratuit. Donc, tout le monde peut réserver un terrain gratuitement, même des leçons gratuites. Toutes les activités qui sont offertes, c'est gratuit. Il faut juste que tu télécharges l'application qui s'appelle Play by Point. Tu télécharges cette application-là, tu peux réserver tes terrains gratuitement. Wow. Pour en fin de semaine, c'est les portes ouvertes. Fait que grand week-end d'ouverture en fin de semaine. Ça se situe où, exactement? Au 685 rue Saint-Jacques. Donc, dans la même bâtisse que le Pro Gym. Le Pro Gym a la partie gauche de la bâtisse, puis la partie droite avec l'entrée indépendante. C'est le centre de pickleball. 9 terrains. Il y a 8 terrains de dimension réglementaire, donc de super belles dimensions. Puis on a même un terrain de dimension professionnelle. Eugénie Bouchard pourrait jouer dessus, puis elle serait super heureuse, vraiment. Elle va être là samedi, d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais juste pour être sûr de bien comprendre, c'est que, par exemple, si je vais jouer au tennis, ce sont des grandeurs standards. Exactement. Tu es en train de me dire que, mettons, moi qui est néophyte, je vais jouer sur un terrain plus petit que jouer sur un terrain standard? Non, en fait, mettons dans les écoles, si tu joues dans le gymnase, mais les terrains sont très collés. OK. Donc, si la balle va en angle, tu rentres un petit peu dans l'autre terrain. Nous, les terrains sont tous séparés individuellement. Donc, côté plaisir de jeu, que ta balle ne va pas dans un autre terrain, c'est mieux. Puis côté sécurité aussi.
Parce que ça peut être dangereux, quelqu'un qui va dans l'autre Ben, terrain. définitivement. Là. C'est ça. Donc, Si t'es moindrement compétitif, t'oublies qu'il y a quelqu'un à côté. Là. c'est ça. Donc, en fait, les terrains réglementaires, c'est que tu vas avoir de chaque côté 5 pieds. Donc, dans le fond, si la balle va en angle, tu as 5 pieds avant la clôture. Ça s'appelle le salon. Le salon, c'est très bon. Chaque affaire Très a fort. son nom. Fait que tu as 5 pieds avant d'atteindre la clôture. Donc, ça laisse de l'espace pour aller chercher la balle en angle. Puis ça, c'est les terrains réglementaires pour les tournois. Fait qu'on a 8 terrains réglementaires pour les tournois qui sont de belles dimensions. Puis on a un terrain, c'est le plus gros terrain sur la rive sud de la région de Montréal. Tous les autres centres de pickleball, ils n'ont pas un terrain comme ça. C'est vraiment, vraiment beaucoup d'espace. Mais vous avez l'espace, parce que si je suis capable de visualiser, c'est l'ancien Hugo Gym, c'est ça qui a été Exactement. séparé. Donc, Pro Gym d'un bord, puis maintenant, il y a de la place en masse. Exact. C'était où qu'il y avait, dans le fond du Go Gym, après le dernier tiers du Go Gym, où il y avait le CrossFit puis le ring de boxe. Donc, c'est tout cet espace-là qui a été fait. Donc, la surface en haut, il y a 8 beaux terrains, puis la surface en bas, il y a l'accueil avec une salle corporative. Si jamais il y a des entreprises, là, c'est super populaire aussi, des entreprises qui veulent faire un team building. Ben oui. Mais le pickleball, c'est idéal parce que tout le monde est capable de jouer rapidement. Fait qu'on a une salle pour les entreprises, puis on a aussi le terrain pro qui est à cet endroit-là. Si, par exemple, François, Lisanne, Marie-André et moi, on va aller voir, pas juste aller voir, on va aller jouer Sûr. un contre l'autre et tout ça, mais je sais que Lisanne est au verre d'eau, mais François, Marie-André et moi, un petit gin tonic à la fin, on aime ça. Quel genre d'ambiance je peux retrouver là-bas? Est-ce qu'on va pouvoir avoir ce qu'on cherche? Tu vas pouvoir voir ce que tu recherches. Le permis d'alcool a déjà été demandé. OK. Donc, on est en attente du permis d'alcool là, qui devrait Tu vas peut-être arriver. attendre un petit peu ton Exactement, verre, là, mais exactement. Tu vas dans voir 3-4 prochainement, mois. on va avoir plusieurs types de bières à vendre. On a une entente avec Shop Santé, donc il va y avoir des barres protéinées, plusieurs articles qui vont être là. Donc, tu as un café, etc. Pour ceux qui jouent le matin, beaucoup de gens aiment ça jouer de 8h à 10h, mais on a une machine à café assez luxueuse qui fait des beaux expressos, des beaux cappuccinos. Ça, c'est mon genre. Oui, exactement. Pour Est-ce partir que la t'es journée en comique? force. Non, là. je sais rien dedans. Non, toi, t'es straight. hein? Ça dépend. Peut-être OK. plus tard. là. Pas ces temps-ci. En tout cas, pas à 8 h le matin. Non, c'est ça. exact. Non, mais on parlait de 8 heures, puis ça se termine là-dessus, mais quand on parlait de retraités, tantôt, si on revient à ce qu'on pensait que c'était le pickleball, il reste que les retraités, à 8h et 10h, eux autres, c'est parfait pour vrai pour bien commencer la journée. là. C'est une belle activité. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que, par exemple, tu disais tantôt, si on vient telle personne, ça ne prend pas nécessairement un groupe. Hein, tu peux venir jouer seul, tu t'inscris à une session qu'on appelle session de jeu libre. Tu t'inscris seul, vous allez être un groupe de 8-12. Nous, on va s'occuper de vous dire les arrangements des matchs, ça va fonctionner comment. Puis en fait, le côté social est vraiment populaire au pickleball. Tu rencontres du monde, tu te fais des nouveaux amis, puis là, c'est le fun. C'est ce que les retraités recherchent. Merci beaucoup, Simon. Grand plaisir. On va aller faire un tour. On avait tous les détails à l'écran, puis il faut essayer ça. Pas Yes. de choix. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, j'imagine, chose certaine, il y avait du bingo, il y avait peut-être du NASCAR. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Donc, Alex, il y avait du bingo et du NASCAR, donc il va falloir que tu nous en parles. Bon, je sais pas où était la course, là, Richard, il me l'a dit tantôt, mais c'est Ryan Blaney qui a gagné la course en fin de semaine. Félicitations, c'est déjà bon. Je pense que c'est à Vegas. Non, c'est pas en fin de semaine, Vegas. À Stéphanie. C'était à Merci beaucoup. Louis, parce que Louis est un grand admirateur de NASCAR et de Ryan Blaney. Donc, c'est lui qui l'a emporté à Phoenix et c'est à Vegas en fin de semaine. Le plus important, par contre, c'est qu'il y avait du bingo. Alors, félicitations à Joanne Riel, Diane Bernier, Marisol Joseph, Francine Jacques, Linda Cloutier, Lucie Cousineau, Jacques Fournier et 3000 pièces à Pierre Côté. Merci de jouer au bingo, parce que je le rappelle, mais c'est grâce à vous si on a un si beau studio et une belle équipe pour vous donner de belles émissions. Merci, Lisanne. Merci. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.